Le sujet de l'évasion fiscale et des paradis fiscaux est apparu à la commission Université Populaire comme une évidence, et ce, avant même la crise dite des Gilets jaunes et l'organisation du fameux grand débat. La fiscalité a été depuis novembre 2018 le déclencheur des manifestations, avec notamment la taxe sur le gazoil. On parle beaucoup de fiscalité et peu d'évasion ou d'optimisation fiscale. Le sujet donc a été validé très rapidement par la MJC et par son groupe de pilotage. De suite, dès lors que le sujet a été abordé, deux noms sont venus à l'esprit, sans aucune ambiguïté au vu de leur combat. Il s'agit d'Alain et d'Éric Bocquet. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation lancée par Catherine Dumonteil. Ils sont accompagnés ce soir de Pierre Goumetton, qui est journaliste et qui les a accompagnés dans leur livre « Sans domicile fisc » que vous retrouverez tout à l'heure sur le banc du cadran lunaire à la fin de cette soirée Université Populaire. Éric est sénateur communiste et Alain a été député des Hauts-de-France, député et maire des Hauts-de-France. Vous avez co-signé donc Sans domicile fisc aux éditions du Cherche Midi. Et Alain avait publié en 2009 Un Marx et ça repart, chez le même éditeur au Cherche Midi. Éric deviendra peut-être le président de l'Observatoire de la fraude fiscale. C'était annoncé dans un journal, un quotidien dont je reparlerai tout à l'heure. Et visiblement, le gouvernement ou l'Assemblée prend son temps avant de donner à Éric le feu vert pour devenir président, un président bénévole. Et il est le seul candidat. Bon. Mais ça traîne. Je passerai quelques infos. Voilà, comment dire, le temps, laissons du temps au temps. Voilà. Vous avez coécrit un manifeste qui lutte contre un système mondialisé d'évasion et d'optimisation fiscale qui ruine les peuples et la planète. Voilà pour la présentation. Merci également à Philippe Fournier qui est au bout de la table d'avoir accepté d'être témoin. Et puis je regrette, nous regrettons, en tout cas la MJC, l'absence de député qui est, je crois, secrétaire de la commission des finances et qui aurait eu effectivement sa place dans cet hémicycle. Et nous l'avions contacté dès septembre, donc longtemps en amont. Et nous avons eu hier, Catherine a eu hier la réponse de son attaché parlementaire, comme quoi il ne pourrait pas être présent. Alors peut-être que ma présence induit son absence, parce que on n'est pas l'école maternelle, mais des fois il y a des réactions de certains hommes politiques qui font que quand on les critique un peu sur des réseaux sociaux, qu'on prend des positions, ils n'aiment pas trop. Voilà. J'espère qu'à mon départ, il pourra venir un jour parler dans cet hémicycle et s'expliquer devant le public de l'Université Populaire. Aujourd'hui, 100 milliards d'euros sont perdus à l'échelle de notre pays, 1000 milliards à l'échelle de l'Europe. Certains pays, y compris européens, sont des paradis fiscaux. La liste de ces pays, liste française à géométrie variable, oublie par exemple en 2014 Jersey, la Suisse, Singapour, le Luxembourg, le Panama, point de suspension. L'optimisation fiscale de certaines sociétés prive les salariés de contrôle social et économique de l'entreprise qu'ils doivent avoir au niveau du comité économique et social, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, comité social et économique. Les comptes de l'entreprise étant raccrochés aux paradis fiscaux. Sous la forme alors d'une simple boîte aux lettres, une seule adresse peut abriter jusqu'à 1600 sociétés, par exemple au Grand-Duché du Luxembourg. Pour prendre un exemple dit de la malbouffe, une célèbre société américaine à l'effigie d'un clown qui rémunère 13 salariés au Luxembourg et y transfère toutes ses recettes et elle n'a payé que 16 millions d'euros d'impôts sur les 3,7 milliards de recettes transférées depuis l'ensemble de ces restaurants basés en Europe. Les placements de certains particuliers, Cahuzac, voilà, dans les coffres helvètes, et notamment chez UBS, vit cette banque condamnée à 3,7 milliards d'euros. Preuve que lorsque l'on veut chasser la fraude, on peut le faire, même si Maxime Combes, dans un article du même quotidien, la France inflige une sanction record à UBS. Maxime Combes dit « l'amende ne tient pas compte des intérêts ». En tout cas, il y a eu quand même amende et UBS a été condamné. Nos banques nationales qui délocalisent leurs filiales suisses. C'est, alors je vous cite page 49 de Sans domicile fisc, une fortune venue de France de 160 milliards d'euros, dont 60 milliards de nos banques nationales,
Je les cite, BNP Paribas, Société Générale, et je pense que Philippe en citera d'autres, voilà, et Eric. Malgré l'affaire Clearstream, révélée par Denis Robert, les États européens ne se révoltent pas. Et encore moins celui qui fut l'un des pays fondateurs, avec la France, l'Allemagne, le Luxembourg, qui est un des paradis fiscaux en Europe. On se souvient aussi de l'affaire des Panama Papers. Les cadeaux fiscaux que fait notre pays à certains pays, comme le Qatar, en l'exonérant de plus-value immobilière, une autre forme d'évasion fiscale, ça se chiffre également en millions d'euros. Le sport national, c'est aussi un sport international, réservé aux élites, l'optimisation fiscale, qui génère aujourd'hui une véritable économie autour des cabinets spécialisés. Comme vous le dites, page 85, se dérober à l'impôt dans une société démocratique, c'est toujours voler les autres. Alors que faire? Dénoncer cet état de fait, comme l'a fait durant tout l'été 2018 l'Humanité, avec des articles, une page complète, chaque jour du mois d'août, avec des exemples d'optimisation fiscale, de fraude fiscale. Voilà. Alors c'est un journal indépendant en souffrance aussi, je me permets de citer, parce que plus on a de médias et de journaux libres dans notre pays, dans n'importe quel pays, plus la démocratie est importante. Et là, pendant tous les jours du mois d'août, il y avait un article d'une page. C'est important. Lutter contre la philosophie d'une civilisation au rabais qui préconise moins d'impôts. Alors ça, le moins d'impôts, on l'entend depuis des décennies. Vous préconisez une COP fiscale. Vous nous direz ce que vous en attendez et comment vous la définissez. Et vous préconisez une reprise en main du politique sur les finances et une protection des lanceurs d'alerte. Alors, Alain et Éric Bocquet, dites-nous ce que sont ces systèmes d'évasion et d'optimisation fiscale et quelles seraient les solutions pour les éradiquer. Je vous laisse la parole. Bien. Bien, merci beaucoup de cet accueil. Très heureux d'être parmi vous ce soir. Tout d'abord, à l'état vestimentaire, vous voyez que mon frère et moi, nous portons la même chemise. Mais c'est arrivé, parce qu'on en est avec notre 85e débat, je crois, depuis 2 ans et demi, et sans se concerter, parfois, il est arrivé qu'on avait la même chemise. Aujourd'hui, c'est la même chemise. Voilà, c'est ainsi, c'est un petit clin d'œil. C'est la tenue de scène, c'est ça. Alors, très content d'être chez vous. Très content de passer à Mâcon, ça fait un moment qu'on doit passer, mais voilà, on a eu de nombreuses sollicitations et c'est très bien ainsi. Ça correspond exactement à la démarche qu'on veut se donner. Donc avant de venir ici, on est allé, culture oblige, faire un passage à la Maison des Vins, au bord du Saône, parce que, comme vous le savez, in vino veritas, comme disait Pline l'Ancien, donc notre discours ne sera que plus vrai, à côté des excellentes produits qu'on a pu déguster dans cette magnifique région. Donc voilà, très content d'être ici. Avec modération. Avec modération, bien sûr, ça va de soi. Alors oui, ce sujet de l'évasion fiscale, on ne savait pas qu'un jour ça nous amènerait à Mâcon, ce bouquin. Quand on a fait les rapports des commissions d'enquête 2012-2013, Alain également 2013, on ne savait pas du tout ce que ça donnerait. À l'époque, on ne parlait pas trop du sujet. C'était connu, mais pas dans le détail. Et là, j'ai une photo publiée dans Le Monde il y a quelques semaines, au moment du début des Gilets jaunes. Je crois que c'était fin novembre, et on voit sur une pancarte brandie par ces gilets jaunes, pour la transition écologique, rendez l'ISF d'abord, 4 milliards, le CICE 40 milliards, l'évasion fiscale 100 milliards. Donc de voir cette thématique surgir sur les pancartes, les banderoles, dans les discours, eh ben on se dit que la campagne n'a pas été vaine. Tout n'est pas réglé, loin s'en fout, mais le sujet maintenant est dans le débat public, et c'est l'objectif qu'on s'était donné, avec ce qu'on a vu constater à partir des travaux des commissions d'enquête, parce que le point de départ, c'est les commissions d'enquête, effectivement, au Sénat en 2012, puis 2013. Alors, une commission d'enquête, en 2 mots, on en a parlé dans l'actualité récemment avec M. Benalla, il y en a eu d'autres sur le Mediator, vous vous souvenez, c'est-à-dire que chaque année, un groupe parlementaire, au Sénat et à l'Assemblée, les règles sont les mêmes, a le droit de proposer la création d'une commission d'enquête sur un sujet donné, un sujet de son choix. Et donc nous, le groupe CRCE au Sénat, en janvier 2012, avait proposé la création d'une commission d'enquête sur l'évasion fiscale internationale. Et donc comme c'est le groupe CRCE qui avait proposé cette création, la fonction du rapporteur incombe à un représentant du groupe
en question, donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'avais été élu en septembre 2011, donc avant j'étais enseignant, hein, jusqu'en 2010 j'étais enseignant en anglais, l'anglais qui est très utile en matière de finances anglo-saxonne, vous l'imaginez bien. Et donc je me suis retrouvé rapporteur d'une commission d'enquête en janvier 2012. Je ne savais pas ce que c'était qu'une commission d'enquête, et les premières questions que je posais à mes interlocuteurs, je ne comprenais pas toujours les questions, parce que c'était rédigé par des administrateurs du Sénat très pointus, dans une langue que je ne maîtrisais pas encore, que je maîtrisais un peu mieux, mais pas complètement. Donc c'était une aventure absolument formidable, et je me disais au début de la commission d'enquête, qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois? Parce qu'une commission d'enquête est constituée pour 6 mois, avec 21 sénateurs et sénatrices de toutes les sensibilités de l'hémicycle à l'époque. Et donc 6 mois de travail, donc essentiellement des auditions, pour l'essentiel au Sénat, mais également quelques déplacements à l'étranger. Alors je vous rassure tout de suite, très soucieux que nous sommes des deniers de la République, on n'est pas allé aux Bahamas, aux Bermudes, aux îles Vierges, on est allé beaucoup plus prosaïquement en Belgique, à Londres, en Suisse, et on a quand même fait une escapade à Jersey, 40 km du Cotentin, tout près de chez nous, les îles anglo-normandes, mais voilà, c'était suffisamment explicite pour nous faire toucher du doigt cette qualité d'évasion fiscale, qui évidemment n'est pas du tout un dysfonctionnement de l'économie financiarisée, mondialisée, dérégulée. C'est le cœur de la machine financière aujourd'hui, évidemment. Gagner beaucoup d'argent et surtout ne pas contribuer au fonctionnement de la société. Voilà l'objet central de ce truc. Alors, 6 mois de travail, donc on se dit au début, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 6 mois? Et au terme des 6 mois, quand le rapport a été adopté, alors les rapports, parce que la commission fournit un rapport et des propositions qui sont soumises ensuite au vote de l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Et si le rapport n'est pas adopté, eh bien l'histoire s'arrête là, le rapport n'est pas publié, il passe au pilon, il est détruit, et l'histoire s'arrête ainsi. Donc là, les rapports ont été adoptés à l'unanimité des 21 membres de la commission d'enquête. Alors c'est pas pour la gloriole que je dis ça, mais politiquement ça a du sens. Je me souviens que la veille de l'adoption du rapport, dont les sénateurs prennent connaissance en prenant rendez-vous la veille du vote, un par un, interdiction de prendre des notes, etc. On a le droit d'amender et de faire des propositions. Il y a un vote solennel le lendemain. Donc j'ai appelé le président de la commission d'enquête, qui était à l'époque Philippe Dominati, sénateur républicain de Paris, avec qui le travail s'est bien passé, je veux le dire, dans le respect mutuel. Et je demandais un peu ce sentiment, parce que beaucoup dépendait du vote des républicains aussi. Hein. Parce qu'il peut être voté à la majorité, et ça suffit pour le publier, mais il peut aussi être rejeté. Donc je devrais un peu son sentiment. Il m'a dit, bon écoutez, vous comprendrez bien qu'il y a quelques propositions avec lesquelles notre groupe ne pourra pas être d'accord, mais pour autant, je vais proposer à mes collègues de voter le rapport. Donc le rapport a été voté à l'unanimité. Donc politiquement, ça a du sens, on y reviendra dans le discours. Et donc, deuxième commission d'enquête l'année suivante, parce qu'au bout des 6 mois, je me suis dit, mais finalement, on n'a pas tout fait, on n'a pas fini le travail. On a effleuré un peu le sujet. Il faut poursuivre. Donc en 2013, deuxième commission d'enquête. Et là, on s'est davantage intéressé aux mécanismes, aux acteurs, parce que ça ne se crée pas comme ça spontanément, hein, c'est organisé tout ça. Donc il faut des gens, il faut des systèmes, il faut des banques, il faut des avocats fiscalistes, etc. Et donc on a prolongé le travail. Donc au total, on a fait 130 heures d'audition, on a rencontré 85 personnes. Évidemment, on a fait des constats. 3 constats, essentiellement. Le premier, il est bien sûr les chiffres, hein, parce qu'on parle beaucoup de chiffres ici et là, qui circulent, mais dans le rapport, dans la commission d'enquête, on a établi que le chiffrage pour la République française, chaque année, c'était une perte estimée pour les ressources de la République, entre 60 et 80 milliards d'euros. Pour rappel, le budget de la France en recettes, c'est 300 milliards à peu près, dont la moitié de TVA, impôt sur le revenu, impôt société, taxes sur les carburants, etc. Et en dépenses, 380, en gros. Donc 380 moins 300, ça fait un déficit annuel de 80 milliards d'euros. Voilà, si on ne va pas régler ça en une semaine, pas même 6 mois, pas même 2 ans, dans le bouquin, on parle d'un délai d'une génération de travail, quoi, si on s'y attaque. Mais l'enjeu, il est là. Donc s'il n'y a plus de déficit, évidemment, on change la donne pour gérer cette société. On coupe court au discours, plus d'argent pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour le logement, pour les besoins sociaux. Cette femme n'existe plus. Donc c'est montrer l'enjeu énorme qu'il y a à mener la bataille efficacement dans la durée, avec une volonté politique forte d'éradiquer ce scandale, qui est un vrai scandale. Ça c'est pour la France. À l'échelle de l'Union européenne, les 28 États membres, bientôt 27, mais pour l'instant toujours 28, le chiffre, hein, ça a été cité par notre ami, 1000 milliards d'euros chaque année, perdus par l'ensemble des États membres de l'Union européenne,
1000 milliards d'euros, c'est quand même 6 fois le budget annuel de l'Union européenne. Donc imaginez ce qu'on pourrait régler comme problème avec ça, hein, en termes d'inégalité, de territoires abandonnés, la question des migrants, etc. etc. Bref, on aurait des moyens financiers pour régler, améliorer le sort des gens dans cette Union européenne qui souffre terriblement, comme vous le savez, de beaucoup de maux économiques et sociaux. Et à l'échelle du monde, parce qu'évidemment le problème il est mondial, malheureusement le problème est planétaire. Quand je dis c'est un système organisé, le libéralisme international a organisé ceci depuis quelques décennies. À l'échelle mondiale, il y a un économiste français qui s'appelle Gabriel Zucman, que vous connaissez peut-être, qui enseigne à Berkeley, en Californie, et puis aussi à Londres. Il a publié un bouquin en 2013 qu'il a intitulé « La richesse perdue des nations », un petit clin d'œil à Adam Smith, et qui chiffrait la perte pour l'ensemble de la planète de tout l'argent dans les paradis fiscaux à 8% du PIB du monde. Alors 8%, le pourcentage n'est pas gigantesque. Et le PIB du monde, c'est 75 000 milliards de dollars. Donc 8% de cette somme, ça fait 5 800 milliards à peu près, gérés dans les territoires offshore, comme on dit en anglais. Mais tout le monde parle anglais à Macon. C'est pas vrai, on vérifiera tout à l'heure. Offshore, au large en anglais, mais voilà, offshore leaks, etc. Vous avez entendu l'expression en entreprise. Voilà, parce que les paradis fiscaux sont souvent des territoires au large, mais pas que. Pas que. Ils sont aussi sur le continent, on le sait. Donc 5 800 milliards, vous voyez un peu ce que c'est comme chiffre. Évidemment, les chiffres donnent le vertige et font toucher du doigt la réalité de l'ampleur du problème. Deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'évidemment, pour s'évader, on ne peut pas faire ça tout seul, il faut un peu d'aide. Il faut de l'ingénierie, il faut de la science, il faut des systèmes, il faut des tuyauteries, il faut... Voilà. Et donc, tout ce système est organisé. Dedans, il y a les banques, évidemment. L'argent circule par les banques. Et les banques ont des filiales très nombreuses dans les paradis fiscaux, y compris les banques françaises, qui sont certainement pas les plus vertueuses, parce qu'on est dans un mouvement général de compétition vers le dumping fiscal. Enfin, je veux dire, si je ne fais pas ça, moi je vais mourir, la banque. Vous voyez ? Et donc ça crée un mouvement général de dérégulation qu'on vit depuis les années 80, qui s'accélère beaucoup. Et donc il y a des filiales de banques françaises dans les paradis fiscaux, en nombre, par dizaines. Les scandales révélés ces dernières années l'ont montré, hein, Offshore Leaks, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers. Chaque année, il y a eu un scandale. Hein. Chaque année, on a un scandale. Et donc, les banques françaises ont des filiales nombreuses dans les paradis fiscaux. Il y a des avocats fiscalistes. Moi, je pensais que les avocats défendaient toujours la veuve et l'orphelin, mais il y en a qui organisent l'optimisation fiscale. Ça, c'est le mot joli et poli pour dire qu'on ne veut pas payer d'impôts. Hein, des systèmes légaux. Même si on abuse du droit parfois. Mais si c'est légal, pourquoi c'est aussi opaque? Moi je pose régulièrement la question. Pourquoi il faut passer par les Bahamas pour échapper à l'impôt? Si c'est transparent, ben, ça peut s'organiser à Paris. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Mais donc il y a quelques soucis par rapport à ça. Il y a des cabinets d'audit et de conseil, les 4 grands mondiaux, Big Four en anglais, KPMG, Ernst & Young, PwC, PricewaterhouseCoopers, et puis Deloitte. Voilà, c'est les 4 grands mondiaux qui connaissent sur le bout des ongles la fiscalité de tous les États du monde. Parce qu'évidemment, le ressort principal de l'évasion fiscale, c'est la compétition fiscale. Venez chez moi, vous paierez moins d'impôts. Venez chez moi, vous ne paierez pas d'impôts. Donc forcément, les capitaux, on les rapatrie dans les territoires où il n'y a pas beaucoup d'imposition. C'est comme ça que McDonald's transfère ses bénéfices au Luxembourg, en organisant son insolvabilité presque, ou en tout cas sa non-rentabilité en France. Starbucks, c'est pareil au Royaume-Uni, voilà. Donc on transfère les bénéfices dans les territoires où ils ne seront pas beaucoup taxés ou pas du tout taxés. C'est ça le système. Donc il faut beaucoup de complicité et d'ingénierie pour organiser tout ça. La valise remplie de billets, il paraît que ça se pratique encore un peu pour traverser le lac Léman, mais ça c'était l'époque avant, c'est l'ancien monde. Hein. Aujourd'hui, avec ça, vous pouvez créer une société aux îles Vierges britanniques, désigner un gestionnaire, ouvrir un compte en banque, et personne n'en saura rien. J'ai fait l'expérience une fois, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je vous rassure. Je vais la raconter quand même. J'ai rempli vous allez sur un site qui s'appelle SFM Offshore, et vous regardez le catalogue, il propose les territoires, îles Vierges, Bahreïn, Hong Kong, Singapour, Genève, avec le tarif. Donc pour créer une société, oui, j'ai le tarif là, aux îles Vierges britanniques, c'est 1090 €. Aux Seychelles, 790, au Panama, 990, voilà.
Ras Al Khaimah, 2900, c'est un peu plus cher, vous voyez. Frais annuels, 890 €. Compte bancaire de société, 320 €, etc. Donc j'ai rempli le questionnaire, j'ai mis mon nom, vous voyez. J'ai désigné ma fille, elle n'est pas au courant, il ne faut pas lui en parler. Adeline, elle s'appelle Adeline Bocquet. Donc directeur désigné 320 €, actionnaire désigné 320 €, cachet de la société 90 €, notarisation et apostille sur les documents 120 €, une procuration 90 €, compte bancaire de la société en Suisse 320 €. Je souhaite recevoir les documents de la société par courrier contre signature 320 €. Total 2370 €. Donc j'ai eu ma petite facture 2 jours après. Donc je me suis arrêté là. Je ne serai pas là pour vous parler ce soir. Je serai au moins en garde à vue, voire en cabane, quoi. Ou avec un bracelet. Avec un bracelet encore. Parce que Cahuzac, il a un bracelet. Ouais. Et donc j'envoie ma réponse et 2 jours après, le 20 novembre 2013, je reçois ce message. Cher Monsieur Bocquet, j'ai le plaisir de vous annoncer que les noms que vous avez suggérés sont disponibles aux îles Vierges britanniques. Dès réception du paiement, copie de votre passeport et preuve d'adresse datant de moins de 3 mois, nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur l'incorporation de votre société que j'avais appelée Asset Off, parce que Asset en anglais c'est un actif, et Off comme offshore, j'avais fait un mot valise Asset Off, société anonyme. Je reste à votre disposition pour toute question. Alison Kless, à Genève, en Suisse. Bon, j'ai toujours pas répondu évidemment. 29 novembre, nouvelle relance, 29 novembre 2013. Cher Eric. Déjà, vous voyez, je suis inclus dans le cercle des Happy Few. Cher Eric, nous vous remercions pour votre commande. Alors, après avoir vérifié de notre côté, il semblerait que nous n'ayons pas reçu votre paiement. Que faire maintenant? Vous pouvez essayer de payer en ligne en utilisant le lien suivant, qui vous enverra directement sur notre page de paiement, sans avoir à compléter un autre formulaire de commande. Donc j'ai un lien, machin. Ou nous payer par virement bancaire en utilisant nos instructions de paiement. Donc j'ai les démarches, numéro de compte, machin, en Suisse, à Genève. Et notre histoire s'est arrêtée là. Mais régulièrement, je reçois des pubs de SFN Offshore. Donc vous voyez, très facile. Je crée une société, j'ouvre un compte en banque, je désigne un gestionnaire, ça me coûte 2370 €, et le tour est joué. Bon, je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc voilà, donc tout ça, c'est un système. Troisième constat qu'on a fait, et celui-là, il a fait du mal à la politique en général, à la République en particulier, c'est les complicités, les connivences, pour ne pas dire plus, entre certains politiques de haut niveau et le monde de la finance, que d'aucuns avaient désigné comme l'adversaire absolu dans un discours magnifique au Bourget en 2012, et auquel on ne s'est pas attaqué. Eh bien oui, il y a des complicités. Bon, l'affaire Cahuzac, on a fait allusion à ça. Le ministre en charge de la lutte contre l'évasion fiscale au cœur du gouvernement, pris la main dans le sac. Vous imaginez les conséquences que ça n'a pas fini d'avoir. Le rejet des politiques aussi est passé par là. Le touche pourri est passé par là. Oui, malheureusement. Hein. On peut citer M. Juncker. C'est l'excellent M. Juncker qui préside aux destinées du bonheur des peuples européens aujourd'hui, par la volonté, non pas par la volonté des peuples européens, c'est pas vrai, désigné par ses copains, qui a été pendant quelques années, de nombreuses années, Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg, 550 000 habitants, sans mépris pour le Luxembourg. Autrefois, ils faisaient de l'acier, le Luxembourg, maintenant, ils font de l'or, ils font de la finance. Hein. Et il a fait des cadeaux fiscaux, M. Juncker, à des grands groupes, Amazon, Starbucks, Ikea, venez chez moi, opérez pas d'impôts, on ne va pas vous emmerder que ça. Hein. M. Juncker a piqué des milliards à ses partenaires européens. Et oui. Le résultat, c'est ça. Et donc, en remerciement, il est aujourd'hui président de la Commission européenne. Et il n'a pas été élu, hein, nommé par ses pairs, comme tous les commissaires. Et il a succédé à M. José Manuel Barroso. Vous connaissez tout le monde. Hein. Vous connaissez tout le monde. Et M. Barroso n'est pas à Pôle emploi, comme vous le savez. Il a été embauché par une banque, pas n'importe laquelle, la Goldman Sachs, quelques semaines après son départ de Bruxelles. Donc on peut déjà se poser la question de savoir si, à Bruxelles, il n'était pas en train déjà de travailler un petit peu pour la Goldman Sachs. La Goldman Sachs qui travaille pour l'Europe, puisque M. Draghi, celui qui signe les billets d'euros, c'est Mario Draghi. Il vient de la Goldman Sachs. Alors il est sans doute compétent, indépendant, soucieux de l'intérêt général. Ça vous fait rire? Non mais, vous voyez, donc ça, et des exemples comme ça, on en a plein. Dernier exemple en date, je lis régulièrement au Sénat un truc qui s'appelle le bulletin quotidien, le BQ,
toutes les annonces officielles, quoi, les infos politiques, machin. Et il y a toujours les nominations de personnalités dans des instances ici et là. C'est toujours intéressant, je regarde toujours ce truc. Régulièrement, vous avez des nominations absolument sidérantes. Il y a 15 jours, une certaine Madame Glorieux, que je ne connais pas, que je respecte beaucoup, qui était à l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la finance, hein, qui fait attention que les choses se passent bien, entre guillemets. Eh bien, cette dame vient d'être embauchée par la BNP Paribas Cardiff, il y a 15 jours. Voilà. Elle est sans doute compétente, indépendante, soucieuse de l'intérêt général, d'accord. Mais il y a des trucs. Le gouverneur de la Banque de France, est-ce que vous connaissez le gouverneur de la Banque de France? M. François Villeroy de Galhau. C'est pas un mauvais choix pour les finances. M. François Villeroy de Galhau a été pendant 12 ans directeur délégué général de la BNP Paribas. La BNP Paribas, c'est la plus grande banque française, elle a un bilan de 2200 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de la France chaque année. La BNP Paribas pèse autant que la France, que nous tous. Vous voyez? Combien de divisions, disait-on? D'accord? Ben, ce monsieur a été nommé par François Hollande gouverneur de la Banque de France, donc il siège aussi au directoire de la Banque Centrale Européenne, là où les choses se décident. Bon, alors voilà, ça, plus ça, des exemples, j'en ai plein, je pourrais en énumérer tout plein, mais donc la connivence, la proximité, elle est évidente, et elle est même organisée dans certains États. On est allé à Jersey, et là c'est organisé, c'est assumé. En Suisse, l'essentiel des parlementaires suisses qui ont refusé de nous rencontrer, hein, on avait demandé un rendez-vous, j'aurais fait un déplacement en Suisse en juin 2012, aucun n'a accepté de nous rencontrer. C'était offusqué, qu'est-ce que c'est que ces sénateurs français qui viennent donner des leçons à la Suisse? Le problème, il n'est pas chez nous, il est chez vous, regardez ce qui se passe en France, etc. Passez votre chemin maintenant. On n'a pas été reçus. Eh bien, les parlementaires helvétiques sont bénévoles, ils ne touchent pas l'indemnité. Ce sont des philanthropes. En fait, ils sont tous issus des conseils d'administration des grandes banques suisses. C'est ainsi. Donc là, la proximité, elle est organisée, assumée, au nom de l'intérêt général de l'industrie financière suisse, qui sert tout le monde comme chacun sait. Voilà. Donc voilà, les trois constats qu'on a fait, c'est ça. Il y a même des anciens banquiers qui ont bien réussi. Ah ben, ils ont tous réussi. Je voyais un article, on a commémoré, je ne sais pas si c'est le mot, 10 ans après la crise financière aux États-Unis, la banque Lehman Brothers qui s'est cassé la figure. Comment il s'appelle? Fuld, David Fuld. Lui, ses salariés ont été virés. Mais lui, il a recréé une société de conseil financier, mais dans les semaines qui ont suivi, ils sont recyclés très très facilement. Voilà. Donc, un paradis fiscal, qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Alors ça paraît idiot de poser cette question, mais il n'y a pas une définition unique dans le monde, ce qui explique qu'il n'y a pas une liste unique des paradis fiscaux dans le monde. Tout à l'heure, vous le disiez, aucun État membre de l'Union européenne ne figure sur la liste européenne des paradis fiscaux. Il y a un petit problème là. Donc on ne connaît pas l'adversaire. Donc la Société Générale, qui est une filiale aux Bermudes, j'ai vu ça dans les Échos le 1er juillet 2014, filiale Société Générale aux Bermudes, parce que maintenant les banques sont obligées de dire ce qu'elles font, où elles sont, etc. Petite avancée. Filiale aux Bermudes de la Société Générale, qui fait un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros, avec 0 salarié. Alors en termes de productivité, on n'a pas fait mieux. On n'a pas fait mieux. Geoffroy Roux de Bézieux et Roux de Beaucaire. Vous faites de l'argent avec personne, la vie c'est comme ça. La finance fait de l'argent avec personne. Voilà, donc un paradis fiscal, 4 critères il faudrait mettre en place. Évidemment la fiscalité. Premier critère, fiscalité faible ou nulle. À Jersey c'est 0%, Bermude 0. Voilà. Impôt société en Irlande c'est 12,5. Nous on est à 28, on était à 33. Hein. Donc vous voyez la tendance générale. Hein. L'impôt société dans le budget 2019 rapporte 25 millions d'euros, 25 milliards d'euros, pardon, 25 milliards, l'impôt sur le revenu 72. On a basculé, hein. Il y a 15 ans c'était l'inverse. Vous voyez, vers quoi on va? Quand ils disent plus d'impôts, société. Laissez-nous développer l'économie pour donner de l'emploi et du bonheur à tout le monde, etc. etc. Hein. Donc critère fiscal, bien sûr. Deuxième critère, tout à l'heure je parlais de connivence, là elle est assumée, elle est organisée. Je parlais de Jersey, de Suisse. Jersey, le Parlement de Jersey, Jersey c'est 90 000 habitants. 25% de la population active de Jersey travaille dans la finance, qui réalise 60% du PIB. Donc il y a des pommiers, il y a un peu de tourisme, il y a des pubs, mais c'est surtout la finance qui fait vivre Jersey.
en lien étroit avec la City de Londres, évidemment. L'argent se collecte là et les transfère ensuite à la City. Sur le drapeau de Jersey, vous avez toujours un petit drapeau britannique dans un petit coin. Ils sont indépendants, mais pas trop, quoi. Hein, indépendants, mais le gouverneur de Jersey est nommé par la reine. Hein. Voilà. Donc, la connivence, elle est assumée. Troisième critère, un système administratif extrêmement léger. Là, tout à l'heure, j'ai démontré qu'on pouvait créer une société à partir de ça. Ben, c'est ça. Vous créez un trust à Jersey, on vous accueille dans une officine spécialisée de création de trust. Ça ne va pas durer 6 mois, il n'y a pas beaucoup de documents à donner, vous voyez, je l'ai fait. Donc ça, c'est très facile. Quatrième critère, vous savez que les conventions fiscales, les relations fiscales entre États sont gérées par des conventions bilatérales. Hein, la France a des conventions avec un certain nombre d'États dans le monde, y compris les paradis fiscaux, mais ça n'oblige pas du tout les administrations des États en question à répondre aux demandes de renseignement de la France. On l'a vécu avec la Suisse. On nous dit que la Suisse a levé le secret bancaire, oui. Mais derrière ça, il y a la justice suisse qui donne raison aux banques suisses pour ne pas répondre. On l'a vécu avec UBS, par exemple. Hein, donc il y a toujours un moyen de sauver les choses, donc pas de coopération avec les administrations fiscales des pays étrangers qui s'intéresseraient à la situation de tel ou tel client qui a un compte non déclaré dans telle banque. Voilà. Donc ces 4 critères-là devraient nous permettre d'avoir une liste internationale, mondiale des paradis fiscaux pour savoir où il faut taper. On dégagerait 50, 60 territoires dans le monde où il faudrait aller voir un peu ce qui se passe. Mais là, si on vous dit que les Bermudes ne figurent pas sur la liste européenne des paradis fiscaux. Donc l'exemple que je donne, Société Générale aux Bermudes, qu'est-ce que vous foutez là-bas? Mais, monsieur le sénateur, nous sommes dans un paradis fiscal, les Bermudes. Non, pas du tout. Donc vous voyez déjà, il y a une faiblesse là. Alors un peu de géographie pour terminer, après je passe la parole à mon frère. 3 zones, en gros, dans le monde. Il y a la zone Caraïbes, États-Unis. Là, il y a du monde, hein. C'est un nid de guêpes, là. Hein. Tous les anciens confettis de l'ex-empire britannique, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comme disait Kipling. C'est la grande époque victorienne. Alors, ces territoires sont devenus indépendants, mais ils ont encore des liens étroits avec la finance anglo-saxonne, évidemment. Les Bermudes, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans. Les îles Caïmans, c'est un archipel au sud de Cuba. Il y a un immeuble dans la capitale des Caïmans, la capitale c'est Georgetown, il y a un immeuble qui s'appelle Hoagland House, un immeuble de 5 étages, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Évidemment, il n'y a pas un salarié. Crise de logement. Je ne sais pas comment il ferait, il serait à 15 par bureau. Il n'y a pas d'activité, il y a une plaque. Des grands groupes américains, Microsoft par exemple, et d'autres. 12 000, plus de 12 000. D'ailleurs, un jour, Obama, avant qu'il devienne président des États-Unis, avait cité cet exemple en disant, avec beaucoup d'humour, Obama, hein, il y a un immeuble au Caïman, il fait 5 étages, qui abrite le siège de 12 748 entreprises. Écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Évidemment, tout le monde a compris. Voilà, les Caïmans, c'est ça. Si vous allez à Antibes, sur le quai des milliardaires, et moi, on va essayer d'y aller, on nous a interdit l'accès au quai des milliardaires, au port d'Antibes, parce qu'on aurait voulu voir les yachts amarrés au quai des milliardaires qui sont immatriculés au Caïman. Hein, même si le propriétaire est russe, libanais, français, peu importe, mais ils sont immatriculés au Caïman. Ils ne mettront jamais l'ancre au Caïman, c'est certain, mais ils sont immatriculés là-bas. Voilà. On est dans le virtuel absolu. Et on n'a pas pu y aller. On a fait un débat à Nice il y a 2 ans. On avait demandé à avoir l'autorisation de visiter le port et on nous a gentiment éconduits. Écoutez, c'est compliqué. On vient de remettre en marché la délégation de service public, parce que c'est le service public, il paraît. Mais donc vous prenez des parlementaires s'embêtant, communistes, il n'a pas dit comme ça, mais on avait compris. Il y avait Pierre Laurent, il y avait rien moi avec notre écharpe, on n'a pas pu, il y avait des barreaux, des barrières, et le directeur du port, gentiment, dit que c'est pas possible. Du coup, et la police. Et du coup, le lendemain, on a fait la une de Nice Matin. C'était bien. Hein, c'était pas mal ça. La réponse était la une de Nice Matin le lendemain. Voilà. Bon, pour vous dire que tout est légal, mais tout est caché. Hein, ben, ça, c'est pour la zone Caraïbes. Alors, aux États-Unis, les Américains sont très ambivalents, les Américains. Les Américains combattent l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts américains. Hein? America first. Mais ça a toujours été comme ça. Or, il y a 3 États américains qui sont des paradis fiscaux. Vous avez le Nevada, Las Vegas, hein, le Wyoming et le Delaware, effectivement, quelqu'un l'a cité, le Delaware,
l'un des plus petits États, 930 000 habitants, plus d'1 million de sociétés enregistrées dans le Delaware. Plus de sociétés enregistrées dans le Delaware que d'habitants. Voilà, c'est l'un des États fondateurs de l'Amérique en 1776 à l'indépendance. Voilà, et 50% ou 60%, enfin c'est dans ces eaux-là, des entreprises cotées à la bourse de New York, à Wall Street, sont domiciliées pour des raisons fiscales et judiciaires dans le Delaware. Voilà. L'Olympique de Marseille a été racheté il y a 3-4 ans par un milliardaire américain, Frank McCourt, pour ceux qui suivent le foot là. Et il a créé une holding dont le siège se trouve dans le Delaware. Voilà, alors peut-être qu'un jour on découvrira un OM Gate, je ne sais pas, ou un OM Leaks, on verra. Mais la gestion, le Vélodrome est toujours à Marseille, mais la gestion se fait là-bas. On verra. Alors après, il y a la zone Europe, évidemment, la zone Europe, on a ce qu'il faut à la maison, même si l'Union Européenne dit que ce n'est pas le cas. J'ai parlé de l'Irlande, 12,5 pour société. Belgique, pas d'impôt, pas de droit de succession, pas d'ISF. Donc chez nous, nos pauvres milliardaires nordistes franchissent la frontière pour aller à Néchin se réfugier de l'opacité, du matraquage fiscal français qui est absolument insupportable pour un argent qui est mal dépensé, blablabla. On a ça. Les Pays-Bas. On a beaucoup parlé des Pays-Bas comme à propos de Carlos Ghosn. La holding Renault-Nissan a son siège aux Pays-Bas, pour des raisons fiscales. Hein, et puis après, on a appris des petites choses avec l'affaire Carlos Ghosn, mais c'est la partie visible. Il y a plus de 900 holdings, sièges holding mondiales implantés aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. On ne parle pas beaucoup des Pays-Bas, mais c'est une réalité. Ils ont un régime fiscal très favorable. On peut parler de l'Autriche aussi. L'Autriche, c'est aussi une petite vertu. Les petits territoires, Liechtenstein, aux confins de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Hein. Puis on parle plusieurs langues, c'est intéressant. Parler plusieurs langues, c'est utile. En Suisse, ils parlent italien, le français et l'allemand. Hein. C'est très utile dans les négociations, les relations. Monaco, je ne développe pas, Andorre, etc., etc. Et après, vous avez la zone Asie. La zone Asie qui est un peu la zone qui monte depuis quelques années. Là, on a évoqué Cahuzac tout à l'heure. Vous vous souvenez que quand son compte a été fermé à Genève, les fonds ont été transférés à Singapour. Hein, Singapour, Hong Kong. Par exemple, je parlais de conventions fiscales tout à l'heure, il y a quelques années, on a discuté, parce que les conventions fiscales sont discutées au Parlement, elles sont soumises au vote. Bon, elles sont toujours votées. Et là, on avait la convention fiscale France-Chine, à laquelle nous, on s'est opposés. Parce que la convention fiscale écrivait les dispositions de la présente convention s'appliquent sur l'ensemble du territoire chinois, à l'exception de Hong Kong et Macao. Donc on laisse 2 petits trous dans le bouclier, on se fiche du monde, quoi. Et on dit que les choses sont réglées et que c'est transparent. Non, il y a de l'hypocrisie tout du long. Donc nous, on n'a pas voté cette convention, et les autres ont cru le monde l'a voté parce que c'était un petit progrès. Oui, c'est ça. Donc voilà, on est dans ce système-là. Et Singapour, je me souviens qu'à Jersey, on avait une rencontre avec le gendarme de la finance de Jersey. Bon, qui est un gendarme sympa, hein, c'est plutôt le style Cruchot, oui. Ce style-là, pas très violent. Il s'appelait John Harris, je me souviens de son nom, John Harris. Il dit, monsieur, est-ce que vous êtes arrivé de refuser la création d'un trust? Alors, je ne sais pas si vous connaissez la notion de trust. C'est un concept anglo-saxon qui correspond un petit peu au fiducie en France. C'est-à-dire que dans un trust, c'est une entité juridique dans laquelle vous pouvez loger vos yachts, vos tableaux, vos lingots, tout ce que vous avez mettre de côté. Ça remonte à l'époque des croisades, ce truc-là, il paraît. Quand les croisés partaient en Terre Sainte pour plusieurs mois, voire des années, ils confiaient la gestion de leurs biens à une personne de confiance, d'où le mot trust, en anglais trust c'est la confiance, au bénéfice de la personne qui désignait, le fils, l'épouse, etc., pendant son absence. Et voilà, c'était du gré à gré, il n'y avait pas d'acte chez le notaire, il n'y avait rien. Je te fais confiance, tu gères ça. Okay. Et donc, c'est devenu les trusts. Donc, à Jersey, il y a 2000 sociétés de gestion de trusts. Et chaque société peut gérer entre 5000 et 10 000 trusts. Donc, je vous laisse faire la multiplication. Vous voyez ce qu'il peut y avoir comme matière dans ces trucs opaques. Le seul qui connaisse le contenu et l'identité du titulaire et du bénéficiaire, c'est le gestionnaire du trust. Donc évidemment, bouche cousue, on ne dit rien. On appelle ça la confidentialité. Hein, en français, c'est opacité, mais eux, ils appellent ça secret des affaires et confidentialité. Il ne faut pas mélanger. Tout est dans les mots. Hein. Et donc ce monsieur me dit, oui, un jour, j'ai refusé la création d'un trust. Évidemment, ça m'a interloqué. Je lui ai dit, écoutez, ça m'intéresse, dites-moi un peu plus. Ben, c'était des fonds japonais
mais on avait compris qu'ils avaient un lien direct avec la criminalité au Japon, et donc on a refusé que le trust soit créé chez nous, dit-il, sur un ton péremptoire. J'ai dit, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés à Singapour. Voilà, je vous jure, je peux certifier, ça s'est passé comme ça. Donc il y aura toujours un petit paradis dans un coin du monde pour vous accueillir. C'est pour ça que la démarche doit être globale, très politique. Donc l'idée de la COP, Alain développera tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui nous a amené à avancer sur cette idée. Il y a du travail, mais en tout cas il y a une solution. Et il faut qu'on s'y mette tous, c'est un peu le sens de la démarche qu'on veut avoir dans ces débats, ce bouquin. Voilà. J'arrête là et je passe la parole à Alain. Ce soir. D'abord, pourquoi je suis tombé dans cette affaire des paradis fiscaux? Le hasard absolu. Parce que pendant 39 ans de présence à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais participé à la commission des finances. J'ai une aversion pour les chiffres. Vous verrez d'ailleurs que de temps en temps, je dois faire appel à mon frère. Je suis plutôt dans tendance Krasuki, je ne sais pas toujours lire un chèque. Je précise tout de suite. Non, c'est pas une blague. Je fais relire mes chèques par mon épouse parce qu'il m'est arrivé pour un mariage de faire un chèque de 50 000 € pour une gerbe qui est dans une fleur qui coûtait 10 fois ou 20 ou 10 000. Bon, enfin, mais heureusement, le contrôle était là. Alors, pourquoi je me suis trouvé là-dedans? Par hasard, c'est que en 2012, oui, c'est ça, l'installation de l'Assemblée, à chaque installation de l'Assemblée, les commissions se mettent en place, ils élisent leur bureau, et il y a une feuille de route pour 5 années, et sont répartis les voyages d'études, les rapports, les commissions, les missions diverses et variées entre les groupes politiques composant la commission, au prorata de leur influence. Bon, on n'est pas nombreux, ce qui est bien dommage pour ce dont on discute, mais c'est comme ça, la vie est ainsi faite. On était 2 députés, Asensi et moi, et dans la répartition des missions, curieusement, on est complètement oublié. Oublié, présidente de cette commission était Elisabeth Guigou. Alors bon, je constate ça. Je dis à mon président de groupe, mon ami André Chassel, me dit, ça commence bien, la gauche, au pouvoir, on nous a largués. Alors il s'est affairé sans doute le soir sur le quai de la gare du Nord, attendant mon train vers 17h, coup de fil dans le brouhaha général. Elisabeth me cherche, me dit, écoute, on a fait une grave erreur, c'est un oubli fâcheux, il faut que tu me dises une réponse tout de suite parce qu'on va modifier le compte-rendu de ce matin qui va passer demain au journal officiel. Et je dis, tu me prends le pied levé. Elle dit, il faut que tu me dises quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre? Je dis, je sais pas, laisse-moi réfléchir. Ah non, il faut que tu me dises tout de suite. Oh ben, j'ai mon frère s'occupe des paradis fiscaux, le boulot est déjà fait, je prends les paradis fiscaux. Ça s'appelle le droit d'aînesse. Ça s'est fait comme je vous le dis. Bien, alors ça c'était un mercredi. Mercredi suivant, elle me demande de venir avant parce que c'était une mission d'information. Lui, il a fait des commissions d'enquête, moi j'ai fait d'autres commissions d'enquête sur la civile évangile, les associations, etc. Là, c'est une mission d'information, ça marche en binôme. Un gars de la majorité, un élu de la majorité, un député de la majorité, un député de l'opposition. Elle me dit, viens me voir un peu avant parce qu'il y a un problème. Elle me dit, il n'y a personne à droite qui veut travailler avec toi. Je dis, pourtant, je me rase chaque matin, je me parfume aussi. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il n'y en a qu'un, c'est Dupont-Aignan. Avant que tout ce qu'on a connu. Bah, je dis, écoute, va pour Dupont-Aignan. Et donc, j'ai vécu 6 mois avec Dupont-Aignan. Et on a fait la Suisse, on a fait l'Angleterre, on a fait Bruxelles, enfin, je vous passe tout le détail, le même parcours, à peu près. Alors, d'ailleurs, il a fait un bouquin dont j'ai fait la préface, j'assume, oui, qui s'appelle Les voleurs de la République. D'accord? Et je dois vous dire qu'au fil du temps, dans les découvertes que j'ai faites avec lui, qu'on a faites, qui ont fait monter notre protestation, notre indignation, à un moment donné, j'ai dû lui dire, le révolutionnaire, ici, c'est moi. Voilà, pour vous donner un peu l'envers. Mais bon, ça, c'est... Vous allez avoir quelques moments d'humour ce soir, parce que c'est un sujet austère, sérieux. Mais il faut que vous compreniez que pour que ça soit partagé, qu'on le prenne avec certaines sympathies au sens du combat qu'il faut mener. Alors, on a fait les rapports. Ça, tout à l'heure, Pierre Gomton, c'est le seul homme en France qui a lu les rapports parlementaires. Ça fait 3000 pages, les deux d'Éric et le mien, qui doit faire 800 pages avec Dupont-Aignan.
même nous, on ne comprend pas ce qu'on a mis dedans. Parce que c'est écrit par les administrateurs du Sénat et de l'Assemblée, et là, je laisse à Pierre tout à l'heure, vous avez besoin de vous expliquer cela. Sauf que c'est une mine énorme, et nous, on s'est retrouvés tous les deux avec ce boulot fait. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je dois dire que c'est une expérience personnelle, à nous deux, fraternelle, unique, parce qu'il y a quand même 10 ans de différence d'âge. Moi, je suis parti de chez moi, j'avais 19 ans. On sortait par l'époque dans les mêmes boîtes. Donc, et après, on s'est séparés par la vie, etc. On s'est vu de temps en temps des moments tristes et des moments de joie, mais familiaux. Et puis, l'activité militante nous a happés. Ici, on a fait quand même plus de 50 départements, 80 débats, et donc on vit ensemble, et on se découvre chacun nos défauts et nos qualités. Bon, alors, voilà, ça c'est pour fermer la parenthèse. On s'est dit, on a cette masse d'informations, de travail, de contacts, on a quand même eu les uns les autres près de 200 contacts, divers et variés. Et comme ça se fait si on ne prend pas le relais qu'on a pris, nous, bah, les rapports ensuite ils sont rangés dans les placards de l'Assemblée nationale, quelques articles dans la presse, et on en parle. Et on s'est dit, nous, on ne peut pas accepter ça. Alors c'est une matière compliquée, mais il faut qu'on trouve le moyen de la populariser en gardant le fond. D'où l'idée de ce livre. Après, Pierre, il vous racontera, d'où l'idée de ce livre. On s'est dit, parce que ce qu'on a découvert, c'est que le sujet en question était un sujet pris en compte par des initiés. Les gens de la finance, évidemment. Les lanceurs d'alerte, qui ont eu le courage, on en parle dans notre livre, on en dira un mot, de révéler plein de choses. Des associations comme Attac, CCFT, Terre Solidaire, Oxfam, etc., qui se sont intéressés au sujet. Mais pour la grande masse des citoyens et des citoyennes, bah, c'est la légende d'Épinal, le gars qui traverse le lac Léman avec quelques valises et des billets, etc. C'est plus du tout ça, tout a changé, on a découvert que c'est tout un système, c'est le cœur même du système financier mondial aujourd'hui. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui permette de débattre et d'être accessible, garder le fond. Et donc on a bien essayé tous les deux d'écrire, on sait écrire, mais langue de bois avec quelques copeaux de temps en temps. Mais donc on a fait appel à notre ami Pierre, mais il vous racontera cette histoire-là. Parce qu'il y a eu les journalistes d'investigation, il y a eu tout ça, avec des scandales qui se sont suivis les uns les autres, mais tout le monde râle, mais après, que fait-on? Que peut-on faire? Est-ce que c'est possible de bouger? Ça dure depuis des siècles, cette affaire. Je donnerai quelques citations en fin de mon propos, vous verrez. Et puis, toutes les organisations qui s'occupent de ça, même les meilleurs, même Attac, même le PC, etc., ils écrivent sur le sujet, ils pensent qu'ils ont fait leur BA, mais ça ne bouge pas au rythme qu'il faudrait. Alors ça a commencé à bouger depuis quelques années, mais au rythme des chars à bœufs, pendant que les autres mettent le turbo. Voilà. Or, on est dans un monde où le pouvoir, il n'est pas Macron. Et le pouvoir, il n'est pas tel ministre. Vous savez, j'en ai vu passer des ministres. Je crois que j'en ai vu passer 800 à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, si je vous fais une interrogation sur qui était ministre à tel année, tel domaine, inconnu au bataillon. D'accord? La finance a pris le pouvoir au plan mondial, au plan des États, au plan des institutions comme l'Europe, etc. C'est la finance. Goldman Sachs est rentré avec Trump à la Maison-Blanche, et Rothschild est rentré à l'Élysée avec Macron, pour résumer la pensée. C'est la finance qui dirige. Et la finance qui veut tuer la politique et la représentativité, qui mène des batailles depuis des années pour démonétariser la politique, au sens que ça ne sert à rien. Et on vous racontera tout à l'heure, parce qu'il y a des questions que vous allez poser auxquelles on répondra, puis il y a des questions que vous ne posez pas auxquelles on répondra quand même. D'accord? Ça, c'est prévu dans le programme. Hein, d'accord? Hein? Donc, c'est la finance. Et la finance, c'est quoi aujourd'hui? 2,2% de la finance mondiale repose sur l'économie réelle. 2,2% repose sur l'économie réelle, c'est-à-dire l'industrie, c'est-à-dire le commerce, c'est-à-dire les services, c'est-à-dire le tertiaire, etc., etc. Ça veut dire que près de 98% de la finance mondiale, des transactions, etc., c'est de la spéculation pure et permanente. Donc, c'est pas étonnant que la société boite. C'est un vrai sujet. Et on ne s'y est pas attaqué, c'est pourquoi, effectivement, le livre qu'on a décidé de faire, on l'a dédié à nos enfants respectifs et aux petits-enfants du monde,
c'est au moins un quart de siècle de bataille qu'on va être obligé de mener, parce que sinon, vous et toutes présentes ce soir, on a à peu près des âges comparables, certains, on a tous des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces. Bonjour les dégâts dans la société dans laquelle ils vont vivre. Et pas seulement au plan social et au plan des revenus, parce qu'on est face à la finance qui est en cause dans sa domination totalitaire. Il y a évidemment la lutte de classe au sens il faut plus d'argent pour les gens qui sont dans la pauvreté, pour les salariés, etc. La partie économique du combat. Mais il y a la partie... pour moi, il y a trois combats. La finance, qu'elle soit reprise en main, démocratisée, avec une nouvelle gouvernance, j'y reviendrai. Le réchauffement climatique et la paix. Et tout ça, ça va ensemble. Et tout ça, ça va ensemble. Il n'y a pas 36 combats de toutes les sortes, ça va ensemble. C'est les combats essentiels. Et du coup, notre combat, il est celui-là. Alors, ce bouquin, il a été fait au départ avec notre éditeur Cherche Midi, que je connais bien parce qu'il avait été mon éditeur sur Marx et ça repart. Il m'avait dit, Héraclès, il s'appelle Héraclès, le directeur. C'est comme sa faute qu'il s'appelle Héraclès. C'est bien. Et il m'a dit, voilà, écoute, tu sais, bon, le bouquin, je vais vous le faire, etc. Il nous a vachement aidé d'ailleurs pour le faire plus intelligent. Et il m'a dit, c'est un bouquin comme ça, c'est 2500 exemplaires. Bon, là, on est à 13 000. Et je peux vous annoncer ce soir que notre éditeur nous demande de travailler à une réactualisation pour le début de l'année prochaine, l'espèce de sans domicile fixe, acte 2. Bon, donc c'est quelque chose qui nous fait plaisir d'abord, pas pour le plaisir personnel, mais qui nous fait plaisir parce que ce combat, on a voulu le mener dans cet esprit. Alors, donc il y a le problème financier purement, et au plan social, je ne reviens pas, on aura l'occasion. Mais il y a le problème quand même que cette finance on a connu la crise il y a une dizaine d'années, en 2008, on avait dit on va resserrer les boulons, etc. Les paradis fiscaux c'est fini avec dit Sarkozy, on a mis des règles nouvelles pour contrôler la finance, tout ça est parti en quenouille. Troll Paris, plus de contrôle, plus rien du tout. Du coup, la finance non contrôlée augmente dans la masse de la finance mondiale. Et il y a ce qu'on appelle le shadow banking, on en parle dans notre livre. Le shadow banking, c'est la finance de l'ombre. C'est la finance incontrôlée. Les mafias, essentiellement les mafias. C'est quand même, aujourd'hui, 48% de cette finance, selon les derniers chiffres donnés par... Parce qu'ils ont fait un conseil, ils ont fait plein de conseils de communauté, de commission, etc. Quand on voit un problème, on crée une commission, avait dit l'autre. Mais il y a un conseil de stabilité financière qui vient de se réunir il y a un mois environ. D'abord, ils ont fait un toilettage sur le shadow banking. Ils ont dit shadow banking, c'est pas un mot qui était très, très conforme à ce qu'il faudrait. Il faut changer le langage parce que les gens ils vont s'interroger. Alors ils ont dit on parle plus de shadow banking, on a inventé une nouvelle formule qui s'appelle intermédiation financière par des non-banques. Intermédiation financière par des non-banques. D'accord ? Alors du coup, le chiffre, il tombe à 51 600 milliards de dollars. 14% des actifs financiers. Mais après, le gars, il dit oui, mais il faut qu'on prenne en compte quand même ce qu'on a mis un peu à l'écart, et ça représente 48% du total des actifs financiers mondiaux. Et parmi les pays les plus cotés, si j'ose dire, en shadow banking, il y a évidemment la Chine, 8254 milliards de dollars. Les Caïmans, ce petit pays, combien d'habitants, les Caïmans ? 90. Ouais, Jersey, 80 000, Caïmans, 60 000, 70 000. 60 000 habitants, 5 388 milliards. Oui, c'est crasu, hein. De shadow banking, je vous l'ai dit. L'Irlande, 2800 milliards, et le Luxembourg, 500 000 habitants, 3564 milliards de finances de l'ombre. Alors, les finances de l'ombre, je vais vous dire, parce que on a dans nos témoins, on a plein de témoins, ça je laisse soin à Pierre d'en parler, un dénommé Marc Roche, journaliste qui a depuis 30 ans, plus de 30 ans, qui a été correspondant du Monde, du Soir en Belgique, spécialiste de la City, un défenseur du système capitaliste, on l'a rencontré, mais pensant qu'ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle, je vous le conseille, « Le Brexit va réussir ».
Et nous, dans le bouquin, on dit déjà, au moment où ça démarrait le Brexit, que ça se ferait. Ben, pour une simple raison, c'est que maintenant que monte la critique sur l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, les contrôles qui pourraient être mis en place par l'Europe sur ce plan-là dans les années à venir, évidemment, le système financier qui repose sur la City de Londres, avec tous les réseaux dont on parlait Eric, de traitement de la finance occulte, évidemment, va être mis en cause. Donc ils ont le pouvoir financier, et croire que Francfort ou Paris pourraient remplacer la City de Londres, c'est se mettre le doigt en l'œil jusqu'à la 5e Bertha Lambert. Hein, donc c'est pas possible. Donc il y a un jeu de couillons là qui se mène, et vous verrez que le Brexit se fera et qu'il va réussir. Or, la plus grande blanchisseuse du monde, c'est la City de Londres. C'est de l'argent sale, on traite l'argent de la drogue, qui est quand même un des plus gros marchés du monde, le trafic d'armes, le trafic des réfugiés. L'an dernier, le chiffre d'affaires du trafic des réfugiés, les pauvres réfugiés qui meurent dans la Méditerranée, c'est l'an dernier 3,5 milliards d'euros, le marché. Hein, d'accord. Et c'est pas seulement les passeurs qui encaissent, hein, c'est tout un système. Hein, le trafic de la prostitution, enfin, du terrorisme, les mafias russes et autres mafias de tout genre, tout ça, ça existe, il ne faut pas se leurrer. C'est pas petit, c'est pas des feuilletons de télévision, ça, c'est une réalité qui gagne et qui veut évidemment enlever toutes les règles possibles et imaginables qui constituent les règles qui nous permettent de vivre ensemble et de passer notre vie ensemble dans des pays, dans des régions et autres choses de ce genre. Donc c'est un vrai sujet. On a donc le devoir de combattre cette réalité. Et je pourrais vous donner plein d'exemples, je ne vais pas être long, on y reviendra peut-être, mais tout un tas d'argent sale est utilisé pour les hedge funds, pour tout un tas de fonds qui font levier pour acheter des entreprises, les PAO qui se font pour essayer de racheter des entreprises et qui, au bout de 3 ans, sont largués ou ont fil personnel. Tout ça, ça fait partie de l'argent sale qui est évidemment travaillé parce que les réglementations bancaires n'existent plus. Alors, on a l'exemple, on cite l'exemple d'El Chapo, là vous avez peut-être suivi ça, El Chapo, le grand baron de la drogue, hein, considéré comme la 67e personnalité par la revue Forbes, le plus important, qui avait 3500 sociétés écrans, hein, qui était, bon, là il est en tôle à New York, aux États-Unis. Enfin, comme à chaque fois il se barre par un tunnel, il s'est barré 2 fois par un tunnel. Ah oui, il s'est barré par un tunnel dans une prison belge, dans une prison mexicaine. Il donnait des salaires complémentaires à tous les matons, plus élevés que ce qu'ils touchaient eux officiellement à la prison. Et un jour, curieusement, on s'est aperçu qu'il y avait un tunnel et une moto au bout, il n'était plus dans sa cellule. Forcément. Donc cette corruption, ça existe aussi. Alors, donc, cette question-là est une question importante. Alors, il faut aussi voir que cette finance, elle n'est plus travaillée comme avant. On est loin du général de Gaulle qui contestait la spéculation à la Bourse de Paris, au Palais Brongniart, quand les agents de change levaient la main devant la corbeille. Rappelez-vous que de Gaulle avait dit « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». D'accord ? Mais aujourd'hui, le Palais Brongniart, c'est un lieu de conférence. Il n'y a plus de Bourse de Paris. La Bourse de Paris, elle est installée dans la banlieue de Londres, parce qu'il faut être au plus près des lieux de décision, parce que maintenant, tout est technologique. C'est la haute fréquence, hein, c'est le trading haute fréquence, on en parle dans notre bouquin, qui est une méthode qui s'est aggravée, accélérée, parce qu'il faut toujours... C'est une question de temps, et que maintenant, ce sont des robots qui font fonctionner les transactions financières dans le monde entier, hein, 24 heures sur 24, et que le temps d'un clin d'œil, il y a 7 ou 8 000 transactions financières qui se réalisent. Je ne vais pas vous donner les chiffres, il vous les donnera après, mais on compte maintenant on compte en picosecondes. Hein, picosecondes, ça n'a rien à voir avec le vin blanc qu'on a goûté tout à l'heure. Donc, mais explique, oui. Parce que moi, je suis dans les chiffres. Oui, dans les transactions financières. Enfin, le temps, c'est de l'argent, ils mettent en application concrètement cet adage. Et jusque-là, les transactions se faisaient en nanosecondes. 10 puissance moins 9 secondes. Voilà. Et on est passé effectivement à la picoseconde, rien à voir avec le pinard. Picoseconde, c'est 10 puissance moins 12 secondes, c'est le temps qu'il faut pour réaliser une transaction financière. Donc ça échappe à tout contrôle humain, évidemment. Et donc, vous verrez que... Il va falloir qu'on accélère un tout petit peu. Ah, oui. On va enlever. Alors, Jean-Michel Nolot, qui est un témoin dans notre livre,
qui est un ancien banquier responsable des marchés financiers pendant un temps, il explique qu'il faudrait supprimer ce trading haute fréquence, parce que le trading haute fréquence, pour contrôler 10 secondes du travail du trading haute fréquence, il faut au moins, pour un inspecteur, un contrôleur des impôts, de 6 à 7 mois. Donc il faudra en embaucher. Et j'ajoute que maintenant, même le trading haute fréquence, les traders vont être supprimés. Déjà, la Goldman Sachs a supprimé 600 traders, des Kerviel, vous en verrez plus, pour les remplacer par des ingénieurs du numérique de haute volée et pour introduire des méthodes nouvelles avec des algorithmes qui permettront à ces machines de faire et de gérer la finance. Donc il n'y a plus de maîtrise humaine sur la finance mondiale. Donc tout ce qu'il faut aller vite. Il y a des mesures qui doivent être prises, qu'on développe dans notre bouquin. Il faut faire sauter le verrou de Bercy. Je ne développe pas, mais le verrou de Bercy, même s'il y a eu des avancées parlementaires, c'est un moyen de négociation entre les tricheurs fiscaux et les grands tricheurs fiscaux et l'État. Quand on donne l'exemple dans notre bouquin des McDo de l'Île-de-France Ouest, où un syndicat s'est installé, un comité d'entreprise s'est installé, les gars ont demandé des comptes quant à la participation aux bénéfices, et le directeur a dit que les bénéfices, ben, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de participation aux bénéfices, puisqu'on sert tout. Au Luxembourg, ça fait un peu de bruit. Comment elle s'appelle? Eva Joly s'en est occupée en tant qu'avocate. Du coup, Bercy a convoqué le directeur, le grand patron de McDo France. Il lui a dit, écoutez, on a regardé un peu vos comptes, vous devez 1,3 milliard au fisc. Et ils ont dit, oui, mais nous, si vous demandez ça, on fait un boutique. Donc il faut qu'on négocie. Ils ont payé 350 millions. Ça a été le même pour UBS. Vous ne trouverez aucun tricheur fiscal de haute volée dans les prisons françaises. Au mieux, un bracelet en or. Au mieux. On n'est pas au Japon ici. D'accord? Bon. On a aussi fait au moins une centaine de propositions. J'en sors les plus importantes. C'est la laïcité financière. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. Il faut une séparation entre la finance et l'État, parce que le pantouflage qui s'effectue entre les cadres de hauts fonctionnaires de la finance et les grandes banques et les systèmes financiers, l'exemple le plus flagrant et scandaleux, c'est Bruno Bézard, ancien directeur du Trésor, donc le premier responsable après le ministre des Finances, qui devait faire un minimum de 3 ans à ce poste. Au bout de 2 ans, il a lâché le poste pour devenir le patron d'un fonds de pension franco-chinois installé aux Bermudes. Ça ne peut pas durer cette situation, donc on va en finir avec ça. Alors après, dans notre débat respectif, fait le bouquin, je ne vais pas vous raconter tout le détail, Pierre, qui est un journaliste critique, et c'est ce qui nous a aidé à pousser, il a dit, oui, mais votre truc, il est bien, mais vos solutions, c'est un problème mondial. Et d'où est née l'idée d'une COP mondiale, pour une maîtrise mondiale des finances, pas seulement par les financiers et les États, mais par les ONG, par les représentants du monde syndical, par les représentants des parlementaires, par tous les pays, parce que plus de la moitié des pays, notamment les pays du Sud, sont complètement largués du contrôle de la finance, pas de voix au chapitre. Hein. Dans le meilleur des cas, c'est l'OCDE avec 33 États. Donc créer les conditions de cette COP, et je me félicite que ça a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Conseil économique et social et environnemental. Ensuite, l'harmonisation fiscale aussi. L'Europe, elle se casse la figure parce qu'il n'y a entre autres pas d'harmonisation sociale et pas d'harmonisation fiscale. Eric y a fait allusion. Ensuite, pour terminer, pour ne pas être trop long, c'est... Alors vous allez lire le bouquin jusqu'à la page 263, demain matin, pharmacie, médecin pharmacie, du Prozac et du Temesta. Ça, parce qu'on a le blues jusqu'à la page 263. Après... 163. Après, l'horizon commence à se lever. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? C'est ce qu'on nous pose souvent comme question, moi dans mon coin. Foutre le feu à l'agence de la sécurité générale, non. Les actions comme Men Attack avec les chaises, etc., ok. Mais vous êtes tous, à 99%, dans une banque, une fustelle postale. Il y a des assemblées générales. Alors, les assemblées générales, moi comme maire, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de monde dans les assemblées générales. Au début, j'étais maire, je donnais la salle gratuite, c'est fini, je paye. D'accord. J'ai vu y compris plein de cocos, 400 personnes dans une salle de 300, et comment ça se fait qu'ils viennent tous à l'Assemblée générale? Les discours, les rapports, ça dure un quart d'heure au total, 4 rapports, voter à l'unanimité. Et il y a
Mais pas parce qu'il y a une tombola avec des écrans plats, des vélos électriques, un buffet digne de le nôtre, que les mecs ils payent parce que c'est leur argent. D'accord? Mais est-ce qu'il y en a un qui va lever la main en disant mais monsieur Crédit Agricole, là, pourquoi vous avez autant de filiales au Panama? C'est notre argent. On s'en occupe pas. On s'en occupe pas. Ensuite, on a eu l'exemple dans nos contacts de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Il y a Margaret Hodge, députée travailliste, qui a présidé une commission d'enquête, on en parle dans le bouquin. Elle a soulevé le problème, parce qu'en Grande-Bretagne, c'était pire que chez nous. Hein. Les GAFA et autres, ils ne payent pas d'impôts du tout, pratiquement. Ikea et compagnie. Ils se sont attaqués à la question. Du coup, ça a fait un peu de remue-ménage. Les tabloïds anglais ont fait des grands articles. Et des comités de boycott, notamment chez Starbucks, se sont mis en place. Du coup, les gens de ces Starbucks sont venus voir l'État anglais, disant bon, on va commencer à regarder comment on peut payer. Hein. Donc, le boycott aussi, parce qu'ils ont quand même, ces grands groupes, ils ont à la fois leur problème principal, c'est la finance, mais aussi c'est leur réputation. C'est leur réputation, et ça compte. Hein. D'ailleurs, anecdote, quand on allait faire notre débat à Rouen, on était à 2, on a pris le train à 6 heures à la gare Saint-Lazare. Il n'y avait pas de bistrot ouvert, il y en avait qu'un, c'est Starbucks, on s'est privé de café, on a bu le café à Rouen. On est un peu sectaire sur ce point, on l'avait écrit. Un peu con, parce qu'on avait envie de café. D'accord ? Ensuite, autre remarque, et je termine, parce que c'est comme à l'Assemblée nationale ici. Il y a les appels d'offres publics. Les appels d'offres publics. Hôpitaux, mairies, départements, maisons de la culture, etc. Est-ce qu'on met la clause d'où vient l'argent qui est utilisé en emprunt, etc. Est-ce qu'on met la clause est-ce que vous payez vos impôts? On ne le met pas. On le met pour l'insertion sociale, on le met pour l'environnement. Moi, j'ai mis, par exemple, pour les cantines scolaires, j'ai mis que pour les fruits, notamment les pommes, il fallait que tous les élèves, j'en ai 1200, puissent aller voir d'où vient la pomme. Dans quel verger? Si c'est un mec d'Andalousie qui gagne le marché, bonjour, les avions qu'il va devoir payer pour transporter les élèves. Mais il faut le faire aussi pour... Alors voilà, donc j'aurais pu dire d'autres choses, j'y reviendrai tout à l'heure dans le débat si vous le souhaitez. Je vais terminer par 3 citations qui montrent que ça dure depuis longtemps. Henry Ford qui a copiné avec Hitler dans le début du siècle précédent. Je cite: « Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » Fin de citation. Sir Joseph Stamp, 1920, directeur de la Banque d'Angleterre, deuxième fortune du pays à l'époque. Je cite: « Le système bancaire moderne fabrique de l'argent à partir de rien. Ce processus est peut-être le tour de dextérité le plus étonnant qui fut jamais inventé. Les banquiers possèdent la terre, en principe ils possèdent la terre. Prenez la leur, vous leur prenez la terre, mais laissez-leur le pouvoir de créer l'argent, et en un tour de main, ils créeront assez d'argent pour la racheter. Ôtez-leur ce pouvoir, et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront, et ce sera bénéfique, car nous aurons alors un monde meilleur et plus heureux. » Fin de citation. Et la dernière, je ne dirais pas qui l'a fait au départ. « Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. » Est-ce qui a écrit ça? Non, Napoléon Ier. Donc c'est pas loin. Et c'est ce qu'il a amené à créer la Banque de France. J'arrête là. Voilà. Bravo. Merci. Alors, Pierre Gometon, peut-être un mot rapide. Vous avez la parole. Bonsoir, oui, je vais essayer des temps parlementaires. Je vais essayer de parler en respectant le temps indéterminé qui m'est accordé. En fait, le livre, c'est une histoire, c'est une aventure et une histoire d'amitié, en fait. Moi, je suis journaliste de terrain, je travaillais pour la Voix du Nord, notamment en service économique. Et quand j'ai quitté la Voix du Nord, Alain m'a téléphoné, m'a dit « j'ai un projet pour toi ». Je pensais que c'était une suite à l'histoire du casino que j'ai écrit il y a quelques années. Et dans son bureau, il me dit « ben non, écoute, j'ai un projet, je vais écrire un bouquin sur les paradis fiscaux ». Heureusement que j'étais assis parce que je me suis dit,
paradis fiscaux, j'avais comme pratiquement tout à chacun l'image d'un paradis fiscal étant une île avec des palmiers, un transat et un cocktail à base de rhum. Et je n'en savais guère plus, même si j'avais quelques idées. Mais finalement, face à un tel sujet, vous ne pouvez pas dire non. Et bien entendu, j'ai dit oui tout de suite. Le travail a commencé en janvier, ça a duré 18 mois pratiquement, la rédaction du bouquin. Le travail a commencé par la lecture des trois rapports, donc deux d'Éric et celui d'Alain. Ça fait à peu près 3200 pages. Le style sénatorial et de l'Assemblée nationale sont des styles quand même assez particuliers. À l'occasion, je vous invite à y jeter un œil, puisque c'est une syntaxe très particulière, des phrases très longues avec quelques virgules à l'occasion quand ils en trouvent dans leur casier, des citations latines, et donc il faut s'accrocher. Mais quand vous vous accrochez, quand vous travaillez la question, ces rapports, ce sont des mines extraordinaires d'informations. Dans les rapports, il y a tout est dedans, sauf que si vous avez 3200 pages, ça fait ça, et il faut arriver à ça, vous voyez. Donc il y a tout un travail de distillation, je dirais, à entreprendre. Donc le travail, c'était de dire ça, de faire des revues de presse, puisque nous avons travaillé dans une actualité extrêmement riche. Il y a eu une actualité foisonnante. Il y avait eu les Offshore Leaks, les SwixLeaks, LuxLeaks. Les Panama Papers sont venus après. Il y a eu les Bahama Leaks. Enfin bref, il a fallu intégrer tout au fil du temps les informations journalistiques qu'on pourrait récupérer dans la presse nationale et européenne. Et puis, il y avait l'idée géniale, qui est une idée des deux frangins, d'intégrer dans le bouquin des interviews de personnalités, des témoins. On a fait à peu près une quarantaine de témoins, avec des gens extrêmement divers, puisqu'on ne s'est pas arrêté, pratiquement, je dirais presque qu'il n'y en a pas d'ailleurs, des témoins de la sensibilité politique d'Alain et d'Éric. On a interviewé des gens aussi divers que Daniel Lebeil, un ancien de l'autorité des marchés financiers, Nicolas Forissier, un lanceur d'alerte du BS, Antoine Deltour, lanceur d'alerte LuxLeaks, Alain Boer, que vous connaissez sans doute, criminologue et habitué des plateaux télévisés, et Éric Vernier, un universitaire qui a écrit pas mal de petits bouquins, je dirais un peu des guides Michelin, des paradis fiscaux, où aller, 3 valises là-bas, 2 valises pour les Bahamas, comment traverser avec un canot le lac Léman. On a rencontré également Nicolas Hulot, Eva Joly, Michel Barnier, Guy Orange, qui à l'époque était président du CCFD, Christophe Dijdam, d'une association, je dirais, d'un lobbyiste du bon côté auprès du Parlement européen. John Christensen, qui a créé une association très importante en Grande-Bretagne. Marc Roche, qu'on a vu, correspondant à Londres. Christian Chavagneux, que vous entendez tous les samedis sur France Inter. Alain Lamassoure, ancien ministre du Budget. Margaret Hodge, qui était députée aux communes, ou Philippe Lamberts, eurodéputé. Bon, là, j'en passe, Jean Gadret, enfin bref, il y en a une quarantaine. Et tous ces gens-là, finalement, moi, ce qui m'a frappé dans les interviews réalisées, interviews complètement libres, il n'y a pas eu de questions, ni Alain ni Eric m'ont dit attention, tu n'abordes pas tel sujet, etc. C'était extrêmement libre. Et bien, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que parmi toutes ces personnes qu'on a rencontrées, aucun ne s'est drapé dans la robe noire de l'avocat des paradis fiscaux. Personne n'a dit bah oui, mais il y a les paradis fiscaux, mais ça sert à ceci, ça rapporte ceci à la société. Au contraire, tous ont dit, finalement, ont lâché que c'est une pratique, c'est une organisation du libéralisme actuel, du libéralisme sauvage presque de la planète qui ne sert que la finance. Donc ça, c'est très fort, parce que c'est dans le bouquin, les interviews sont distillées au fil des pages. Et puis, il y a une partie très intéressante qui nourrit le livre, c'est le dialogue entre les deux frères. Alors, si vous voulez éviter la case Prozac à pharmacie, puisque les médicaments, quand même, ça coûte cher maintenant, vous attaquez directement le bouquin par la page 245. La page 245,
C'est un dialogue entre les deux frères, une longue interview qui faisait 50 pages, mais l'éditeur a dit qu'il faudra alléger un peu, donc c'est réduit à 15 pages. Un dialogue, une interview que j'ai faite des deux frères, une interview croisée, à de Rosé et également de Blanquette de Vaux, puisqu'on a fait ça dans un bureau, la permanence parlementaire d'Alain, qui était situé à côté d'un traiteur. Il fallait quand même substanter les acteurs. Et l'intérêt de ce dialogue, c'est que les deux frangins se découvrent. On parle de leur origine, ils sont engagés politiquement. Quelle a été l'essence de leur combat. Et finalement, c'est une découverte parce que on peut voir superficiellement l'engagement politique, etc. Mais finalement, ça vient de très loin. Et moi, ce que je résumerais, Alain et Éric, finalement, mènent un combat qui dépasse de très loin l'engagement politicien. C'est un combat pour l'homme, un combat pour l'humanisme, pour la justice dans le monde. Et finalement, ça permet au lecteur de peut-être d'améliorer, de revoir, de modifier son regard sur le fonctionnement du monde. En tout cas, ça a été l'expérience qui a été mienne. Alors le livre, il y a également deux témoins, super témoins si je puis dire, qui sont intégrés dans le bouquin. C'est Jean Ziegler, que je ne vous présente pas, qui nous a fait le plaisir de nous écrire la préface. Une préface, je peux vous le dire, aiguisée, la lame est très, très, très aiguisée. C'est pertinent, c'est toujours d'actualité. Et puis on a également un témoin qui ne l'a peut-être appris qu'après, mais c'est un nommé François. Et son job, c'est pape. Et on a essayé de le rencontrer, ça n'a pas été facile, on n'a pas eu de réponse vraiment à nos demandes, mais on a extrait d'un de ses sermons, un sermon de 4 heures, qu'il a fait devant les paysans de Bolivie, et un texte qui s'appelle « L'argent, le fumier du diable ». Alors il raconte très simplement, avec les mots qu'on lui connaît, l'argent c'est comme le fumier, si vous l'entassez, ça pue, ça fume un peu, mais ça ne sert à rien. Mais si vous l'étalez, ça permet de faire pousser des légumes, de faire pousser des fleurs, et ça permet de nourrir les hommes à la fois sur le plan physique et également spirituel. Voilà. Vous allez être rapide. Oui, je suis rapide. Je vais couper. On a notre témoin qui... Oui. Je termine très rapidement. Alors, je vais passer... je voulais terminer sur... je suis journaliste et j'ai un petit engagement personnel sur l'Afrique. Et je vais... un petit mot sur le Malawi, qui est un... Vous savez que l'Afrique, j'ai plus mon chiffre, je ne le trouve plus ici, mais oui, on peut estimer que l'Afrique perd pratiquement 160 à 200 milliards par an en raison de manque à gagner en raison d'évasion fiscale. Et l'exemple du Malawi, 174e pays du monde avec 18 millions d'habitants et un PNB extrêmement faible. Eh bien, dans ce pays, il y a notamment de l'extraction minière, le sol est très riche. Il y a une société qui s'appelle la Paladin Africa, qui est une filiale d'un groupe australien, qui exploite une mine d'uranium. Et cette société s'est permis de négocier avec l'État une clause de stabilité fiscale pendant 10 ans, pas d'augmentation de sa fiscalité, d'avoir une réduction de sa licence d'exploitation. Elle est exemptée de TVA. Elle a une ristourne sur l'impôt de la société, et mieux, elle paye en fait, elle a créé une filiale aux Pays-Bas, et c'est à cette filiale aux Pays-Bas qu'elle paye la méthode d'extraction, la gestion de ses comptes, etc. Ce qui fait qu'au total, cette société ne paye quasiment pas d'impôts au Malawi. Et ça se traduit par quoi? C'est qu'au Malawi, eh bien, dans les écoles, il n'y a pas de médicaments. Dans les écoles, dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médecins, bien entendu, ou très peu. Et dans les écoles, il n'y a pas de bouquins, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de tableaux, etc. Donc, voilà, Alors, bien sûr, en France, on souffre énormément d'évasion fiscale, mais dans les pays, d'autres pays souffrent encore davantage. Et je terminerai par quelques images très rapidement. Je termine. On évoque souvent l'évasion fiscale, on rapproche souvent l'évasion fiscale de la fraude fiscale et de la fraude sociale. Alors j'ai fait un petit calcul, on transforme les euros en secondes. L'évasion, la fraude sociale, on va dire, c'est un chiffre qui vient de Toubon et d'ATD Carbone, un mix, 700 millions. Si on transforme ces 700 millions en secondes, etc., ça nous fait 22 ans. Et si on transforme les 80 milliards, hypothèse basse,
de l'évasion fiscale, ça nous fait 2536 ans. Donc ça donne un peu, ça permet de mesurer un peu, d'éclairer un peu l'échelle des valeurs. Et puis finalement, l'optimisation fiscale, on en voit l'empreinte, je termine là-dessus, l'empreinte... Je termine souvent. Hein. Oui, mais vous le poussez, mais vous savez... Allez, Pierre, on termine. Oui, je termine vraiment. L'évasion fiscale, c'est quelque chose de souterrain qu'on ne voit pas. Or, en fait, on peut la voir, il y a une empreinte de l'évasion fiscale. C'est le développement de l'industrie du luxe, la Fashion Week qu'on a vu la semaine dernière à Paris, le changement climatique, les ours qui baillent Corneille, qui vont mourir, la pollution dans le monde, les Indiens d'Amazon qui perdent leur territoire de chasse, l'abattage d'arbres illégaux, etc. Et puis un exemple également à Jersey. À Jersey, avant, c'était un territoire rural. Tout le monde, les cultivateurs, etc. On élevait du lait. Le lait à Jersey, j'en ai bu il y a 30 ans. Il était excellent. Et même maintenant, il n'y a plus d'agriculteurs à Jersey. Ils sont tous partis dans la finance. Forcément, ça gagne plus. Ce qui fait qu'une maison, la maison comme vous avez, maison classique pour une maison, 4 enfants, etc. Eh bien... au lieu de valoir 200 000 euros, bah non, elles vont 1 million d'euros maintenant. Donc vous voyez, et je pourrais continuer un peu, mais on m'a coupé la parole. Donc je termine.